à notre première table ronde de l'émancipation à l'antisémitisme contemporain vont participer Rita Hermon-Bello, historienne, Dominique Schnapper, sociologue et politologue, Bruno Karsanti, philosophe. Les échanges vont être animés par Sandrine Schwartz, historienne elle-même et journaliste. Je les invite à nous rejoindre. Bonsoir à toutes et à tous. Nous débutons donc la première table ronde sur le thème de l'émancipation à l'antisémitisme contemporain. Lorsque le président du CRIF, Yonatan Arfi, m'a invité à cette table ronde, il m'a dit son souhait, redit il y a un instant, de marquer dorénavant chaque année cette date du 27 septembre, une date fondamentale dans l'histoire de la France contemporaine, parce que le 27 septembre 1791, les Juifs de France sont devenus des citoyens français. Si la présence en France juive s'enracine au moins à l'époque gallo-romaine, dès le 1er siècle de l'ère commune, il faut donc attendre la Révolution française pour que les Juifs du royaume de France accèdent à l'émancipation. Plusieurs communautés peuplent alors le territoire. Les Juifs séfarades de la région de Bordeaux, les judéo-comtadins du comtat venessin, les ashkénazes des régions est de la France et le petit groupe des Juifs parisiens. Et les situations sont différentes pour chacune de ces judaïcités. Les Juifs de Paris souhaitent devenir citoyens français, les Juifs de l'Est aussi. Quant aux Juifs du Sud-Ouest, ils craignent qu'une loi générale qui inclurait tous les Juifs de France marque une régression de leurs conditions. Enfin, les Juifs du comtat venessin, qui ne sont pas encore français, n'ont pas tranché la question. Le 27 septembre 1791, le député Adrien Duport monte à la tribune de l'Assemblée nationale constituante. Ce n'est pas prévu, mais ce qu'il a à dire lui tient à cœur et il improvise un discours afin de régler la question une fois pour toutes. Il dira, je le cite, « Je crois que la liberté de culte ne permet aucune distinction dans les droits politiques des citoyens en raison de leurs croyances, avant d'ajouter, je le cite toujours, « Les Turcs, les musulmans, les hommes de toutes les sectes sont admis à jouir en France des droits politiques. Je demande qu'en conséquence, il soit décrété que les Juifs jouiront en France des droits de citoyens actifs. » Dans la foulée, le décret est voté. Au total, ce sont près de 40 000 Juifs environ, un chiffre relativement faible, car l'édit d'expulsion de 1394 est encore en vigueur sur les territoires français, à qui la Révolution française octroie le statut de citoyen français. Même s'il est accepté différemment par les groupes juifs présents sur le territoire, ce décret marque un tournant après des siècles de discrimination et de restrictions imposées. Sur le papier, il permet aux Juifs de devenir citoyens français à part entière et de jouir des mêmes droits que les autres citoyens. Cette émancipation marque incontestablement un précédent significatif dans l'histoire de l'intégration des Juifs en France, dans la lutte pour l'égalité des droits et pour la reconnaissance de la diversité religieuse en France. D'ailleurs, par cet acquis, dans l'esprit des communautés juives encore opprimées, la France gagne une place à part. Heureux comme Dieu en France, proclame d'ailleurs un dicton yiddish répété dans toute l'Europe. Le titre de notre table ronde, on l'a dit, est de l'émancipation à l'antisémitisme contemporain. Il balaie et relie plus de 2 siècles de l'histoire des Juifs en France. On peut se demander si, dans l'esprit des concepteurs de la table ronde, le rapprochement par la conjonction de coordination et des termes émancipation et antisémitisme contemporain induirait l'idée que la première étape aurait pu être annonciatrice de la seconde.
Et puis l'antijudaïsme est-il seulement contemporain ou existe-t-il une continuité depuis 1791 ? Par ailleurs, à quels enjeux les Juifs de France ont-ils été confrontés depuis leur accession à la citoyenneté ? Enfin, que peut-on dire de la situation des Juifs en France de la fin du XVIIIe siècle à nos jours ? Autant de questions parmi d'autres qui vont être soulevées dans un instant par nos 3 intervenants, des spécialistes œuvrant dans des champs de disciplines différentes et complémentaires, l'histoire, la sociologie et la philosophie. Pour commencer, notre première intervenante est Rita Hermont-Bello, historienne, directrice d'études à l'EHS César, Centre d'études en sciences sociales du religieux. La pluralité et le pluralisme dans l'espace français sont au cœur de ses travaux. Rita Hermont-Bello évoque ce soir pour nous les effets de la présence juive sur l'élaboration de l'idée laïque et l'installation de la laïcité. On vous écoute en parler tout de suite. Merci beaucoup. Donc, comme vous venez de le dire, je ne suis pas moi-même spécifiquement une historienne du judaïsme. Mon champ d'étude, c'est la pluralité. Et c'est sous cet angle que j'ai été amenée à considérer le judaïsme et les juifs en France, pas seulement comme objet, mais comme facteur. Ce dont je voudrais vous parler, c'est des effets de la présence juive sur l'évolution historique française. Perspective qui rejoint un livre dont la publication est absolument imminente. On vient de nous l'apporter tout frais, sorti des presses. Il pèse son poids. C'est donc une encyclopédie, un ouvrage vraiment extrêmement étendu qui est publié par les éditions Albin Michel, qui compte plus de 150 auteurs de langues et d'appartenances nationales très très diverses, depuis la Gaule romaine, le temps où il n'y avait pas encore de France, jusqu'à aujourd'hui. Et le sort fait aux Juifs et au judaïsme, la façon dont ils ont participé à, et je dirais participé de, ce long cours de l'histoire française se trouve présenté à travers ici des points de vue extrêmement différents. Et j'espère, pour parler franchement, j'espère que cet ouvrage va permettre de faire évoluer d'une certaine façon certains regards portés aujourd'hui sur le judaïsme et les juifs en France. En tout cas, pour ceux qui voudraient s'y employer, la matière est là. Enfin, une grande partie de la matière est là. Alors, en ce qui concerne ce que je voudrais, moi, envisager aujourd'hui, c'est ce processus. Alors moi, je vais déjà l'envisager sous plusieurs angles, mais seulement sous quelques angles par rapport à l'immensité du processus. Le fait d'abord qu'une présence de fait des Juifs en France, une présence comme ce que l'on a appelé, et qu'on appelle toujours, minorité, est une présence spécifique, mais qui n'est pas propre aux seuls Juifs. C'est aussi ce qui pourrait caractériser les protestants dans la France d'Ancien Régime. En fait, tous ceux que l'on a regroupés, juifs et protestants, sous l'expression du moment, l'expression de non-catholiques, avec cette spécificité des juifs d'être les seuls, non seulement non-catholiques, mais non-chrétiens. Non pas qu'il n'y ait pas eu dans la France d'Ancien Régime d'autres présences non chrétiennes. Des travaux récents ont notamment montré des présences musulmanes, mais selon des conditions et des statuts qui sont eux-mêmes tout à fait divers, mais qui n'ont rien à voir avec ceux des Juifs. Alors, pour en revenir à ce décret de 1791, donc à la période révolutionnaire, dont nous célébrons effectivement l'anniversaire et qui a été déjà beaucoup évoqué, je voudrais rappeler qu'il fait des Juifs effectivement des citoyens de plein exercice, mais aussi des Français. Jusqu'alors, l'appartenance des Juifs à l'entité France et d'abord à l'entité sujet, l'entité que forment les sujets du roi de France, notamment au moment de la rédaction des cahiers de doléances, était très très floue selon les régions. Vous avez rappelé ce qu'on appelait les différences entre ce que l'on appelait les nations juives du royaume.
Ce décret donc les rend à la fois tous citoyens et français. Alors, ceci non sans difficulté, comme ça a déjà été un petit peu évoqué, je vais aller vite. En ce domaine, il est vrai que les promesses de la Déclaration des droits ont été particulièrement compliquées à appliquer, à vraiment réaliser. Ça a été nettement moins compliqué, par exemple, pour les protestants, qui, dès décembre 1789, deviennent citoyens de plein droit. Mais ça s'est fait aussi, et ça c'est tout à fait contraire, en principe, à l'esprit de la démarche révolutionnaire, ça s'est fait aussi par étapes, notamment pour les Juifs du Sud-Ouest. Eux sont devenus citoyens dès janvier 1790. Alors, je voudrais revenir un tout petit peu, mais en insistant plutôt que c'est pas pour dire autre chose, mais pour insister un petit peu sur l'adoption même du décret. Elle se fait par rapport aux travaux de la Constituante, c'est vrai, au tout dernier moment. La Constitution a été achevée, l'Assemblée constituante a réalisé son travail, elle est sur le point de se séparer pour laisser la place à l'Assemblée législative. Et c'est à ce moment-là qu'un député, effectivement, du nom de Duport, intervient. Et son argument, c'est l'inachèvement du travail. Donc là, vous voyez, il s'agit bien de la démarche de l'Assemblée elle-même, de sa façon à elle d'accomplir la tâche qu'elle s'est fixée. Et c'est bien dans ces termes de la généralité, de l'universalité, que l'essentiel de ce que dit le décret, c'est qu'il révoque tout ajournement. En fait, ça concernera spécifiquement les Juifs, mais c'est dit dans les termes de la généralité. Et ce mot d'émancipation est un terme bien postérieur, qui n'est apparu en fait qu'au XIXe siècle, et qui d'ailleurs n'est pas apparu d'abord en France, et qui a été adopté de façon, je dirais, rétroactive concernant la situation des Juifs. Et on voit bien ici combien leur admission à la qualité de citoyen ne doit rien à quelque mérite que ce soit, à quelque évolution qu'on leur aurait supposée, mais au seul principe, la mise en conformité de l'action de l'Assemblée avec ses propres principes. Et ce qui en témoigne de manière très très nette, c'est une suite immédiate au débat. Un député qui demande, une fois cette loi-là adoptée, je demande que d'après les mêmes principes, c'est bien de ça qu'il parle, il soit décrété que les nègres seront libres du moment où ils entreront en France. Bon, terme du moment, un terme daté, bien entendu. Mais l'intention, elle, ne l'est pas. Donc vous voyez vraiment comment la situation des Juifs en France participe de la culture politique française de l'universalité. Alors, je voudrais dire quelques mots, effectivement, du rapport, de la façon dont ce processus se poursuit avec le rapport avec la laïcité et, je dirais d'abord, l'idée laïque. Et il y a une étape de la laïcité à laquelle, à mon avis, on n'est pas tout à fait assez attentif, à laquelle on ne rend peut-être pas tout à fait assez justice, à une époque où c'est vrai que le terme n'existe absolument pas, il n'a pas encore été inventé. Je rappelle que laïcité, c'est un néologisme, c'est un terme qui, à un certain moment, on ne sait pas exactement lequel, a été inventé. Mais il me semble qu'il y a vraiment une pierre fondatrice qui est l'état civil décidé en septembre 1792. Et là encore, on retrouve les mêmes conditions. Une assemblée tout à fait à la fin de son mandat, qui aura eu beaucoup de mal à prendre cette décision et qui la prend vraiment in extremis, je reprends l'expression, tout à fait à la fin de son mandat, en septembre 92, pour créer un état civil commun à toutes les personnes, tenu par une administration civile, ce qui veut dire un mariage civil le même pour tous, ce qui veut dire un mariage dissoluble, ce qui veut dire la possibilité du divorce. La loi de 1792 spécifie bien que le mariage religieux, par ailleurs, est accessible à tous ceux qui le souhaitent, mais le mariage qui fait foi pour l'autorité civile, c'est le mariage civil.
Et c'est celui-là qui est le mariage considéré. Ici, on est vraiment dans la dynamique de la laïcité, que j'appelle pour ma part une dynamique de neutralisation. Une institution qui était d'abord essentiellement celle de l'Église, des registres paroissiaux, qui va devenir la même pour tous les citoyens, avec une mise en retrait, pour ce qui est commun à tous les citoyens, de l'intervention religieuse. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui. Eh bien parce que la question du divorce, elle a été acclimatée dans le débat de la deuxième moitié du XVIIIe siècle à travers un très intense débat public. C'est la naissance de l'opinion publique. Et ce qui alimente, ce qui passionne l'opinion publique, c'est ce que l'on appelait des affaires, des procès, des affaires judiciaires, et elles concernent essentiellement des protestants. Là, ce sera des questions de captation d'héritage parce qu'on ne reconnaît pas le mariage célébré par un pasteur protestant, ou bien des juifs et surtout, en fait, des juives. Là, ce sera plutôt des questions d'abandon de famille. Et je m'appuie là sur un très très bel article de ma collègue historienne Evelyne Odiel-Gross. Il faut imaginer la passion de l'opinion française pour ces affaires. Comment on se préoccupe du sort de Madame Sarah Mendoza. Et au Palais Royal, qui était l'endroit où on pouvait se procurer le plus possible de documents, on se bouscule. Il y a un suspense extraordinaire. Et c'est de cette façon que cette idée du divorce est acclimatée. Alors, je ne veux pas abuser de mon temps, mais simplement vous indiquer que l'histoire n'est pas terminée. La question du divorce reste centrale dans l'élaboration même de l'idée laïque. Sous la période, une des périodes qui ont suivi la Révolution, sous la Restauration, ce que Chateaubriand appelait les ultra-catholiques, et ultra du point de vue du conservatisme politique aussi, ont voulu rendre l'état des personnes à l'autorité religieuse. Ils n'ont pas réussi. Mais ils ont réussi à obtenir l'abolition du divorce. Et pendant tout le XIXe siècle, c'est une discussion qui va courir tout le XIXe siècle, parce qu'il y a des citoyens en France dont la religion n'interdit aucunement la dissolution du mariage privé, mais qui sont privés de cette possibilité. La loi qui rétablit le divorce en France est adoptée en 1884. Et c'est une des grandes lois laïques. L'installation de la laïcité, ce n'est pas seulement la loi de 1905, c'est toute une série de lois qui sont adoptées, et c'est seulement une fois que toutes ces lois sont adoptées que celle de 1905 peut l'être. Et la laïcité, c'est tout cet ensemble. Et cette loi rétablissant le divorce, elle a été véritablement portée par un homme politique du temps, Jules Naquet. Ce qui fait dire à l'un des principaux adversaires à la Chambre de cette loi, Monseigneur Frépel, je le cite avec des guillemets, que ce divorce, guillemets, est un mouvement sémitique, vous voyez le terme, qui a commencé avec M. Crémieux pour finir avec M. Naquet. Donc vous voyez là effectivement ce qui est là vraiment une action politique d'hommes politiques dont l'adhésion personnelle à la religion n'est pas connue, mais qui eux-mêmes se reconnaissent comme juifs et qui sont considérés comme tels, et qui ont vraiment une participation active à l'élaboration et à la mise en place de la laïcité. Il faut absolument souligner leur part dans ce processus. Ils sont repérés comme tels. Et quand la loi de 1905 est adoptée, parmi les premiers à rentrer dans le cadre juridique qui est proposé alors, et compte tenu des discussions actuelles, c'est une chose importante à rappeler, ceux qui rentrent dans le cadre juridique, ceux qui créent des associations cultuelles, l'outil juridique qui est façonné par la loi de 1905, ce sont essentiellement des juifs et des protestants. Et ce qui fait que, par exemple, en 1907, 2 ans après l'adoption de la loi, est créée l'Union libérale israélite. Et là, ça nous ramène à une autre dimension de la pluralité qui est extrêmement importante, c'est la pluralité interne. C'est la possibilité, au sein même du judaïsme religieux, que plusieurs courants existent. Et je terminerai enfin sur une question qui me semble centrale
dans le débat sur la laïcité, et une question qui occupe beaucoup les esprits à l'heure actuelle, la question de l'identité. Je crois que la laïcité, ça n'est pas que du droit, c'est encore autre chose, c'est plus que du droit, et c'est notamment, sur certains plans, je pense que c'est aussi de la philosophie, et que la conception de l'identité que met en jeu la laïcité, c'est celle d'une identité complexe. C'est celle par laquelle un même individu n'est pas enfermé dans un registre unique d'appartenance, mais peut croiser des appartenances. Et de ce point de vue-là, je crois bien que l'israélitisme français aura été parmi les premiers et les plus forts exemples d'identité complexe. Je vous remercie. Timing parfait, 15 minutes précises. Merci infiniment, Rita Hermond-Belot, d'avoir apporté votre expertise d'historienne sur le sujet. Comme le temps est précisément minuté et que nous avons pris un petit peu de retard, nous enchaînons immédiatement avec l'intervention de Dominique Schnapper, directrice d'études à l'EHESS, sociologue et politologue, présidente du Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Dominique Schnapper a accepté de nous parler des limites de l'intégration des Juifs qui tiennent aux limites de la démocratie elle-même. Et je précise également qu'elle est l'autrice, comme vous le savez, de plusieurs ouvrages de référence sur la question. On vous écoute, Dominique Schnapper. Merci. Je voudrais remercier le président du CRIF de cette initiative. Je ne suis pas sûre d'être là, étant donné mon âge, pour beaucoup de 27 septembre qui viennent. Mais en tout cas, pour celui-ci, je suis très contente d'être là. Alors, j'ai beaucoup écrit sur les Juifs à la République, et donc je voudrais essayer juste de dire de soulever quelques points sur les débats et les complexités en prenant directement la suite de ce qu'a dit Rita sur la complexité des identités juives. Je voudrais partir d'un livre d'un Américain qui, pour une fois, ne dit pas absolument que les Français sont horribles par leur république assimilatrice et qu'ils ont détruit le judaïsme, enfin, qui essaye de comprendre, sans comprendre vraiment, mais qui essaye de comprendre, ce qui est déjà très sympathique. Et donc, c'est M. Stephen Philip Kramer, que je ne connais pas, mais j'ai lu son livre de près, qui est sur Jews, Muslims and the French Republic. Et il dit, la France, c'est quand même le mystère. La France, c'est un mystère parce que c'est le premier pays qui a donné la citoyenneté aux Juifs. Et d'un autre côté, c'est le pays de l'affaire Dreyfus et du statut du 3 octobre 1940. Donc c'est un mystère, je ne les comprends pas. Bon. Or, il me semble qu'il n'y a pas de mystère, et je voudrais expliquer pourquoi je pense que, malgré sa bienveillance, notre collègue américain voit un mystère là où il n'y en a pas. La modernité politique s'est affirmée en France sur le mode du principe, le mode à la fois révolutionnaire et déclaratoire, même si, comme on a déjà rappelé, le décret de 91 est passé un peu comme ça, sans que, semble-t-il, on ait tout à fait eu le sentiment de son importance. Je précise que si cette date est pour les Juifs très importante, elle n'est pas tellement pour les spécialistes de la Révolution, et que même Furet, au moment de la célébration de la Révolution, qui était pourtant extrêmement attentif et bienveillant à l'égard du problème juif, on a très peu parlé dans la célébration de la Révolution. Mais ça, nous revenons à un autre problème qui est la place des Juifs dans l'histoire française. Et donc, sur le mode déclaratoire, sur ce qu'était la citoyenneté, sur le mode que nous dirions rétrospectivement idéologique, eh bien, on a été jusqu'au bout de la logique. Et le bout de la logique, c'était de donner, comme on l'a rappelé tout à l'heure, la citoyenneté même aux bourreaux, aux comédiens et aux Juifs. Et c'est vraiment la conséquence tout à fait logique. Et si on veut formuler en termes très, très rassemblants le contrat de la citoyenneté, c'était l'idée, on vous donne l'égalité civile, juridique et politique. En ce qui concerne les pratiques historiques, culturelles ou cultuelles, c'est l'ordre du privé. Et cela implique
la fin du pouvoir politique des communautés qui, avec un C majuscule à l'époque, disposaient à la fois du droit de la fiscalité, du pouvoir extérieur de négocier avec les autres pouvoirs et d'avoir des tribunaux dont les décisions s'appliquaient. Et d'une certaine façon, il faut se remettre dans l'esprit ce qu'étaient à l'époque les populations juives. En dehors des Bordelais, qui étaient des gens distingués et riches, les communautés, les populations de l'Est de la France étaient des populations très pauvres, très marginales, très minorées à tout point de vue. Et d'une certaine façon, il faut admirer que le principe républicain qui venait d'être proclamé eut la force de tirer totalement la logique de ce qu'il affirmait, c'est-à-dire de donner la citoyenneté aux Juifs. C'était vraiment une conséquence dont on peut admirer qu'elle ait réussi à contrôler les préjugés et la réalité de ces communautés que l'abbé Grégoire, qui a déjà été cité, décrivait dans des termes auxquels je vous renvoie. Alors, c'était un principe tellement révolutionnaire par rapport à ce qu'avait été l'histoire de la société française, qu'évidemment, et c'est là où il n'y a pas beaucoup de mystère, l'application n'a pas été simple et n'a pas été immédiate. C'est le moins qu'on puisse dire. Et pendant tout le XIXe siècle, l'État a toujours été en avance par rapport à la société civile. Et il y a eu des résistances. Il y a eu des résistances d'abord des Juifs eux-mêmes, parce que la dissolution des communautés voulait dire la fin d'une certaine autonomie politique et la fin d'une sécurité que donnait le fait d'être protégé et d'être entre soi. C'était d'une certaine façon remettre en dehors de la protection de la communauté des populations qui avaient eu l'habitude de leur vie commune. Donc il y a eu une certaine réticence dans les premières générations. On parle toujours de l'enthousiasme des Juifs pour la République et pour la modernité politique, mais c'est la seconde partie du XIXe siècle. La première n'a pas été aussi simple. Et puis la société civile elle-même n'a évidemment pas vu changer immédiatement sur un décret pris dans une période révolutionnaire suivi de bien d'autres histoires, cette rupture avec la perception qu'ils avaient de la population juive. Et même les convertis de la première génération de l'émancipation, devenus des membres de l'Église catholique, étaient soumis à des formes très, très actives d'antijudaïsme. Parlons pas encore d'antisémitisme à ce moment-là. Et donc, ils continuaient à être, bien que convertis, bien que membres de l'Église catholique, ils continuaient à être considérés comme des juifs, c'est-à-dire mal considérés. Cela dit, ce que montre cette histoire, c'est que le sort des juifs, depuis cette rupture révolutionnaire, a été directement lié à la République, mais à la République au sens large du terme, c'est-à-dire aux valeurs libérales. Je vous rappelle que l'égalité complète juridique a été acquise en 1846, au moment de Louis-Philippe, sur le Mores Judaico, et que c'est sous le Second Empire qu'on a vu se développer tous ces fonctionnaires adhérents à la France et à la République, au sens large du terme, les grands serviteurs de l'État. Vous remarquerez qu'en ce moment, il y a eu récemment 2 grandes expositions de femmes juives, Sarah Bernard et Rosa Bonheur, qui, au temps du Second Empire, sont arrivées à cette pleine reconnaissance de la société française. Alors, les 2 crises, évidemment, relevées par Cramer, c'est évidemment l'affaire Dreyfus et le statut des Juifs. Ce sont des crises du judaïsme, mais ce sont aussi des crises de la République dans les 2 cas. Avant l'affaire Dreyfus,
sur le fond historique d'une société qui avait été pétrie par des siècles de l'Église catholique et qui donc avait nourri cette hostilité à l'égard des Juifs, les Juifs ont concentré toute l'hostilité violente du monde traditionnel contre la modernité, à la fois politique et économique, et à la fois l'égalité politique et la participation des grandes familles juives au développement économique. Et c'est ce mouvement qu'on voit se développer dans la décennie qui a précédé l'affaire Dreyfus elle-même. Mais ils ont aussi concentré l'hostilité des mouvements socialistes pour qui ils étaient liés à l'argent et au capitalisme. Et de ces deux formes d'antisémitisme, je vous demande de noter qu'il y a toujours deux formes d'antisémitisme qui se rejoignent dans les périodes de crise de la République, sont nées évidemment la première grande crise qui est celle de l'affaire Dreyfus. Il faut rappeler toujours l'expression de Lévinas. Pourquoi il n'y a pas eu une affaire Dreyfus en Allemagne? C'est parce que jamais un juif n'aurait été un officier et un officier supérieur. Pourquoi il y en a je vous rappelle que Durkheim, fils de rabbin, a créé la sociologie française pendant que Simmel n'a jamais pu, jusqu'à tout à fait la fin de sa vie, avoir une chaire dans le monde allemand. Alors, la crise était une crise, la crise qui se traduisait par l'antisémitisme était une crise de la République elle-même. Alors, il est un peu trop simple de dire que finalement, c'est la vérité et la République qui ont gagné après l'affaire Dreyfus. Mais ce qui nous apparaît comme une vérité à la fois évidente et non discutable, je vous signale que le Petit Larousse illustré, qui s'est retrouvé dans tous les foyers français, n'a reconnu l'innocence de Dreyfus que dans son édition de 1968, juste pour vous montrer que la vérité met quelquefois un certain temps à s'établir. Alors évidemment, le statut des Juifs, c'est évidemment la revanche de cette France traditionnelle qui profite de la défaite militaire, de la décomposition, c'est plus encore qu'une défaite, une décomposition de la société, pour revenir au pouvoir et supprimer les principes républicains. Et elle l'a fait avec une grande activité, comme nous le savons. Là aussi, la réalité est complexe parce que les républicains, dans cette période de décomposition, n'ont peut-être pas été toujours unanimes et toujours actifs pour défendre à la fois la République et les Juifs. Donc, l'histoire des Juifs et de la République est d'une certaine façon tragique, puisque les Juifs ont passionnément aimé la République et que la République a été plus complexe et plus ambiguë. Mais elle n'est pas mystérieuse. La République, la démocratie, c'est pas un long fleuve tranquille. La démocratie trahit toujours partiellement ses valeurs. Elle est fragile. Et c'est ce qui se répercute sur le sort des Juifs, étant donné, encore une fois, la force de la profondeur historique de l'antijudaïsme dans une société qui a été pétrie pendant des siècles par l'Église catholique. Et du côté des Juifs, il y a toujours encore cette complexité. Je voudrais rappeler aux moins jeunes d'entre vous les débats de 1989, quand on a voulu célébrer la première fois l'émancipation des Juifs, et où nous nous sommes écharpés, dans ma génération, entre ceux qui défendaient l'idée républicaine, sans en méconnaître les limites et les trahisons, et ceux qui ont vu dans la République la trahison du judaïsme, puisqu'elle a impliqué la fin de la dimension proprement politique du judaïsme à l'intérieur de la République française. Et nous savons que nos amis américains sont souvent plus proches de cette analyse. Donc cette interrogation sur le destin des Juifs est étroitement et profondément et directement
liées au destin de la démocratie elle-même. Alors je voudrais juste, en écho à ce qu'a dit Rita tout à l'heure, dire 2 mots sur la laïcité et le rôle des Juifs dans la laïcité et dans l'établissement de cette séparation du politique et du religieux qui est au cœur de l'idée démocratique et la forme française que prend cette séparation du politique et du religieux, c'est-à-dire la laïcité. La séparation du politique et du religieux est un système de protection des minorités par excellence. À la loi de 1905, la population française était formée de 95% de catholiques pratiquants et la laïcité mettait l'Église catholique, les protestants et les juifs symboliquement sur le même plan. Rita a rappelé le rôle qu'a joué dans l'institution du divorce Naquet, Crémieux. Il faut ajouter à notre siècle le rôle qu'a joué Simone Veil dans l'institution de l'IVG. Alors aujourd'hui, puisque le problème de la laïcité est... Je ne sais pas très bien quel est l'adjectif qu'il faut prendre, mais enfin, disons qu'il est débattu. Donc le problème de la laïcité est débattu, et je suis frappée du fait que ses défenseurs les plus résolus et les plus articulés sont souvent les juifs. Et ça m'inquiète un petit peu. S'il n'y a que les juifs pour défendre la laïcité, c'est inquiétant pour la République. Donc, nous sentons, je crois que c'est la seule chose qui soit vraiment commune à tous les juifs par-delà toute leur diversité, nous sentons que l'histoire peut toujours être tragique. Et donc, j'ai l'espoir que nous ne serons pas seuls à défendre les principes, dont celui de la laïcité, qui permettent à la République d'être aussi conforme à ses propres valeurs qu'on peut l'espérer. Merci. Merci à vous, Dominique Schnapper, de votre regard posé sur les étapes de l'intégration des Juifs de France à l'épreuve de la démocratie. Le troisième et dernier intervenant de cette table ronde est le philosophe Bruno Karsanti, directeur de la revue K, Les Juifs, l'Europe et le XXIe siècle, fondée en 2020, l'un des rédacteurs de la revue. Alors, directeur présent. Qu'on a l'impression que vous en êtes le directeur. Alors, vous avez choisi ce soir de nous parler des paradoxes de l'intégration et de leur expression dans la situation actuelle des Juifs en France, et on vous écoute en parler tout de suite. Alors, moi j'ai pris le titre de notre session de colloque à la lettre de l'émancipation à l'antisémitisme contemporain. Donc je vais vous proposer une ligne que j'espère pertinente pour saisir ce que je crois être le cœur du problème actuel pour les Juifs, pour la France. Donc dans la situation qui est la nôtre, où l'antisémitisme est incontestablement présent. Alors, je pense que le problème peut être d'abord décrit de façon assez simple. On ne parvient pas à constituer l'antisémitisme en problème public. On arrive à s'indigner contre l'antisémitisme, des actions sont menées à différents niveaux, le mal est reconnu, il y a une conscience diffuse de la réalité de l'antisémitisme, il y a des débats sur le fait de savoir si c'en est vraiment, si c'en est pas, etc. Mais le constituer en problème public, avec tout ce que ça suppose d'articulation dans l'opinion, dans l'université, dans les organes de recherche, dans les instances de décision, dans la structure institutionnelle française, on n'y est pas. Et il y a des blocages, et j'aimerais comprendre, enfin j'essaie depuis assez longtemps de comprendre d'où viennent ces blocages, parce que je crois que ça tient à un embarras très profond de la conscience historique française et de la façon dont elle aborde aujourd'hui la situation sociale et politique. Alors, je vais prendre un point de départ qui est très différent de celui
de Rita et de Dominique, je vais partir de la singularité du centre diasporique français. Hein. Dans la durée, et je vais faire peu d'histoire parce que l'histoire a été parfaitement faite avant moi, hein, mais je vais essayer quand même d'en décrire les caractéristiques. Alors, chaque centre diasporique a ses caractéristiques. Je ne dis pas que c'est une singularité qui l'élève au-dessus des autres, hein, mais tout de même, c'est le troisième centre diasporique démographiquement au monde. Il a cette histoire très particulière quand même de commencer d'ouvrir l'émancipation pour les Juifs du monde. Hein. Et donc, il y a quelque chose de propre au centre diasporique français, et je voudrais vous donner 3 éléments qui me semblent relever de cette singularisation. Premier élément, ça a été dit par Rita très bien, il y a la diversité originaire, hein, de ce centre, et le fait qu'il s'unifie avec l'émancipation. C'est-à-dire qu'on a des Juifs très divers qui abordent très différemment l'idée même d'avoir la citoyenneté, hein, qui même entre en conflit avant de l'obtenir. Bon, je ne passe sur les éléments historiques qui ont été rappelés, mais ça implique un point très particulier qui est que leur unité de communauté, hein, est, donc leur unité interne, hein, est refaite en passant par l'État. Hein. L'État émancipateur, donc un élément externe, intervient dans la façon dont les Juifs eux-mêmes se conçoivent intérieurement. Hein. Et ça imprègne très profondément même les couches de traditionnalisme que comprend la communauté. Hein. Ces couches ne peuvent pas faire abstraction, hein, de ce que l'octroi de la citoyenneté, le droit, hein, les droits afférents à la citoyenneté représentent pour eux. Voilà. Ça, c'est le premier élément, un élément donc de constitution externe, hein, qui a des effets sur l'unification interne. Et ça lui donne une vitalité très particulière qui tient au fait que ces couches différentes, des Juifs différents, hein, pas seulement Ashkénazes et séfarades, mais dans leur rapport au judaïsme, ces Juifs différents ont une communauté d'expérience, en fait, hein, qui passe par la politique, et par l'État, par le rapport à l'État. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément singularisant, une intégration, c'est la conséquence du premier, une intégration continue et irrépressible. En fait, j'ai cherché le mot le plus adapté pour décrire ce procès d'intégration, hein, et c'est celui-là qui m'est venu, vraiment irrépressible au sens où des obstacles et des écueils, des chutes immenses parfois, hein, l'affaire Dreyfus, Vichy, hein, n'ont pas réussi, hein, à arrêter ce mouvement, c'est-à-dire à bloquer l'intégration continue, approfondie, hein, des Juifs en France, sur la longue durée. Et, toujours, troisième critère de singularisation, conséquence du second, hein, un judaïsme post-Shoah en Europe extrêmement vivant. Voilà. Un judaïsme post-Shoah en Europe extrêmement vivant, d'abord adossé à ce fait massif qui est que la communauté juive française est la seule à comporter plus de membres après la Shoah qu'avant, hein, à partir des années 60, avec effectivement l'afflux des Juifs séfarades d'Algérie, de Tunisie et du Maroc. Bon. Mais ça, c'est un fait extrêmement frappant qui confère un statut symbolique et réel très fort à la communauté juive française, au centre juif diasporique
français parmi tous les centres diasporiques. Alors, il est très loin derrière les États-Unis, encore plus loin derrière le centre israélien qui n'est pas diasporique, le centre de la constellation, hein, mais même s'il ne compte que 450, enfin entre 400 et 450 000 membres, il a cette charge symbolique et réelle très forte. Voilà, ça c'est le troisième point. Alors, de ce troisième critère, vous avez vu, dans ce troisième critère, j'accorde un rôle très important à ce qui s'est produit dans les années 60, au fait que le judaïsme post-Shoah en France prend une vitalité nouvelle du fait de l'arrivée de juifs séfarades, mais surtout au fait qu'il est affecté par la décolonisation, en fait. Il est affecté par la décolonisation. C'est là qu'on va commencer à entrer dans le problème actuel. La décolonisation, la France l'a vécue à l'égard de différentes communautés, et après la décolonisation, la société française est devenue une société plus multiculturelle, plus composite, accueillant des minorités qu'il faut définir par leur nom, des minorités que je définirai ici par minorités postcoloniales. Ces minorités postcoloniales sont devenues plus importantes démographiquement que la communauté juive française, que la minorité juive, et elles ont été, elles aussi, emportées dans un mouvement d'intégration. Mais leur situation est profondément différente de celle des Juifs. Leur situation est profondément différente de celle des Juifs, et quand on traite de l'antisémitisme contemporain, on ne peut pas faire abstraction, étant donné la forme qu'a pris cet antisémitisme contemporain, très différent de l'antisémitisme antérieur, on ne peut pas faire abstraction du rôle, attention là je pèse vraiment mes mots, du rôle que jouent les minorités postcoloniales dans l'actualisation de cet antisémitisme. Et donc, il faut s'interroger sur les relations entre les minorités là, et s'interroger sur les différents processus d'intégration de ces minorités. Alors, je vais vous proposer une grille de lecture. Là, c'est là que commence mon diagnostic. J'ai peu de temps encore, je ne sais pas. Quelques minutes. Quelques minutes. Donc, je vais essayer de vous présenter l'hypothèse qui est la mienne, enfin qui me guide depuis un certain temps, sur cette question. Je pense que tout processus d'intégration, Dominique Schnapper a beaucoup écrit sur l'intégration et j'ai beaucoup appris d'elle là-dessus, je pense qu'elle sera d'accord avec moi, implique pour les minorités à intégrer un mouvement qui leur est propre d'idéalisation de la communauté nationale qu'ils rejoignent. Voilà. Un mouvement d'idéalisation, c'est-à-dire un mouvement positif à l'égard de cette communauté nationale. Ce mouvement positif à l'égard de la communauté nationale, les Juifs l'ont, on peut dire, originairement. Alors, Nathan Arfi a commencé son exposé sur cet acte de naissance. Nous sommes nés d'une certaine manière pour pouvoir dire ça, c'est-à-dire pour pouvoir rejoindre le natif dans la nation. Il faut penser à une expérience très forte d'accomplissement, pas seulement de la citoyenneté comme quelque chose d'extérieur, mais de quelque chose de juif dans la citoyenneté. Et c'est ça le point qui a permis positivement à l'intégration des Juifs de se poursuivre sur la longue durée. C'est pour ça que j'ai commencé par ce premier critère, vous vous souvenez, extérieur, intérieur. La pression extérieure a pu se retraduire comme une refonte intérieure dans cette communauté, et du coup, un mouvement positif d'intégration a été impulsé dès le départ. Ça n'a pas été le cas pour les minorités postcoloniales. Et là, c'est même, on peut dire, d'une certaine manière, tout le contraire qui s'est produit. Tout le contraire, c'est-à-dire une expérience croisée à l'égard de la communauté nationale, où les traits du positif et du négatif s'inversent. Je m'explique.
à l'égard des minorités postcoloniales, l'État français n'a jamais été émancipateur. Voilà. C'est très simple. Il n'a jamais été émancipateur. Il a voulu être intégrateur, hein, mais lui-même ne percevait pas ces communautés comme des êtres qu'il avait, enfin, des groupements d'individus qu'il avait émancipés. Cette émancipation, elle a été conquise par les minorités postcoloniales à travers les luttes de la décolonisation. Donc il y a une grandeur, une force propre à ces minorités, mais elle leur vient, non pas de la France, mais de ces nations qui se sont libérées du pouvoir français. Alors ça crée une expérience extrêmement contradictoire pour les minorités postcoloniales et pour l'État français. Alors moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est que les Juifs sont dans la position des plus intégrés, oui, on peut dire, enfin, en tout cas, des témoins d'une intégration particulièrement réussie au travers même des épreuves et des écueils de cette intégration, et que cette représentation rejoint le point qui, pour ces minorités, est le plus problématique dans ce qui n'a pas en eux-mêmes la possibilité de se produire. Donc c'est pour constituer l'antisémitisme contemporain en problème public, voilà, c'est la fin de ma démonstration, je m'arrête, il importe de permettre à ces minorités de penser l'intégration autrement et d'obliger l'État français, là l'adresse est aux politiques et aux responsables politiques, d'obliger l'État français à penser autrement aussi son rapport à ces minorités postcoloniales. Voilà, c'est compliqué, je n'ai fait que brosser le tableau, mais si on veut entrer dans le problème de l'antisémitisme contemporain, je pense que c'est absolument indispensable. Merci Bruno Kersanti et nous laissons la place à la prochaine table ronde. Merci de votre écoute. Bonsoir. Vous remercier chacun des intervenants et leur offrir quelque chose de circonstance puisque c'est un facsimilé du décret d'émancipation des Juifs de France.